Bonjour à tous. Je suis donc designer et créateur d'un atelier de design qui s'appelle Atelier 360. Là, je trouvais intéressant de vous raconter un petit peu la manière dont j'ai vu évoluer le métier avec le numérique. Et puis à partir de là, on va aller du côté des enjeux du numérique et plus simplement des enjeux du design, selon moi, pour les années qui viennent. Donc, moi, j'ai commencé ce métier il y a environ 25 ans, à une époque où on a vu arriver les ordinateurs dans les agences de design. Et d'abord, on a vu arriver l'outil professionnel numérique qui a vraiment modifié notre manière de travailler. En fait, ça a permis une réduction des effectifs des agences. Et les agences sont progressivement des agences qui font des objets. Enfin, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le design, et en particulier le design industriel, mais c'est dessiner des objets qui vont être utilisés de manière régulière par tout un chacun. Ça peut aller du stylo bic à une voiture, à un avion, à un rouge à lèvres. Voilà. En gros, tous les objets que vous avez autour de vous, ces chaises, tout, c'est du design. Donc les agences à Paris à l'époque, c'était environ 15 à 30 personnes, et puis progressivement, c'est devenu 2 à 3 personnes, voire indépendants, grâce au numérique. Et puis on s'est retrouvé à travailler de plus en plus vite, à pouvoir créer des images assez fascinantes. Et l'enjeu a ensuite été de faire que l'objet soit aussi fascinant que l'image. Donc ça a mis d'autres challenges progressivement. Et puis petit à petit sont arrivés des nouveaux sujets d'objets. On a changé. On n'a plus dessiné les mêmes choses. On ne nous commandait plus les mêmes travaux. On s'est mis à dessiner des objets connectés. Donc l'objet connecté, en fait, nous a permis de comprendre qu'une partie de la fonctionnalité de l'objet allait être dématérialisée et donc que l'objet allait se simplifier esthétiquement puisqu'il allait intégrer des commandes, des affichages numériques, des choses comme ça. Et on est progressivement allé d'un objet qui avait sa valeur ajoutée sur lui de plein de façons à des objets assez nus, dépouillés. Un des meilleurs exemples étant l'iPod quand il est sorti. Et puis en parallèle, quand j'ai créé Atelier 360, l'idée 360, c'est une vision globale. C'est-à-dire, j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas dessiner juste un objet pour ce qu'il est, mais qu'il y avait plein de choses autour. À commencer par les commanditaires, ceux qui le commandaient, les utilisateurs, leur mode de vie, ce qu'on allait en faire, peut-être comment on allait le recycler, comment il allait s'intégrer à la vie quotidienne, comment il pouvait avoir des petits frères, des petites sœurs, etc. Voilà. Donc ça, c'est la vision globale. Et puis plus on tire la ficelle de la vision globale, plus on se rend compte qu'il y a des enjeux derrière tout ça. Et en fait, à force de dessiner des objets connectés qui durent 6 mois et puis qui disparaissent de la circulation, alors qu'on y a travaillé 2 ans, mais que ça a levé beaucoup d'argent, on a commencé à se poser des questions. Et en creusant un petit peu l'univers du numérique, on s'est aperçu qu'il y avait 2 grandes familles. Il y a l'objet, il y a le numérique qui nous permet d'accroître notre capacité de calcul et notre capacité d'anticipation du monde qui arrive, anticipation du futur, qui va nous permettre de mieux réguler les mouvements de population, les trains, de faire en sorte que tout se passe à peu près correctement, de réguler l'énergie. Et puis il y a le numérique qui crée de nouveaux systèmes de consommation, c'est-à-dire les objets connectés, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Instagram, c'est-à-dire tout ça. C'est de la consommation. Et on s'est rendu compte que tout ça, ça peut être... Bon, si c'était juste agréable, c'est très bien. Le problème pour nous, c'est que ce n'est pas juste agréable. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on nous avait promis un numérique qui était la voie de la dématérialisation. Donc pour un designer industriel qui a un minimum de conscience sur la pollution, c'était chouette parce qu'on se disait, ben, tiens, avec le numérique, moins d'objets. C'est vrai, moins d'objets en soi, avec un iPhone, mais au final, beaucoup plus d'objets sur la planète. Au final, on a plus que doublé notre consommation carbone en 30 ans depuis l'apparition des objets numériques. Et les objets numériques, avec la quête de la miniaturisation, sont devenus de plus en plus complexes à recycler, voire inrecyclables. Ils sont devenus extrêmement gourmands en énergie et extrêmement gourmands en CO2. C'est-à-dire que du coup, ils vont rejeter beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Alors, finalement, est-ce que le numérique, c'est un objet socialisant ? On doute de ça, puisque finalement Facebook, c'est rien d'autre que du narcissisme communicant.
Est-ce que c'est un objet, est-ce que le numérique est finalement quelque chose qui va nous permettre d'avoir moins d'objets dématérialisés? Non, il n'y a jamais eu autant d'objets. Est-ce qu'il va nous permettre d'avoir une société, un monde plus propre? Non. À partir du moment où le numérique nécessite de l'énergie pour être fabriqué et aussi qui consomme de l'énergie, quand vous regardez un film, tout ce qui est immatériel consomme de l'énergie. En fait, le numérique est sale en termes de consommation. Voilà, ça c'est un premier constat. Donc quand on en arrive là, on se dit, bon, oui, mais en même temps, c'est quand même vachement bien. Cette présentation, je l'ai préparée entièrement en numérique. À l'agence, on travaille qu'en numérique. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. C'est extrêmement puissant. Ça a révolutionné nos vies. Simplement, il y a un nouveau paramètre qui rentre dans nos vies depuis longtemps, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus l'éviter, c'est le climat. On sait qu'on suit les courbes qui étaient prévues par le Club de Rome et qu'on risque peut-être d'y arriver un peu plus vite. Arriver un peu plus vite à quoi? Arriver un peu plus vite à une saturation en gaz carbonique dans l'atmosphère et donc un réchauffement planétaire d'une moyenne de plus de degrés qu'on aura vraiment apparemment beaucoup de mal à éviter et qui risque de faire fondre la calotte glaciaire de l'Antarctique ouest et donc de nous faire basculer dans un autre monde qui risque de ne pas être évident à supporter. Donc pour éviter ça, ce que disent les spécialistes et les physiciens, les ingénieurs, et pas des doux rêveurs voilà, écologistes ou autres, j'ai rien contre eux, mais voilà, ce sont vraiment des données physiques. Ce qu'ils nous disent, c'est que pour arriver à éviter une forme de catastrophe, il y a peut-être une solution. Cette solution, certains l'appellent décroissance et d'autres vont l'appeler différemment. Ça serait de consommer environ, pour les 30 ans qui viennent, en tout cas que nos enfants, enfin les miens, qui ont 16 ans ou 20 ans aujourd'hui, consomment 6 fois moins qu'on a consommé dans les 30 années qui viennent. Et émettent 6 fois moins de gaz carbonique. Il y a eu 2 périodes dans l'histoire de l'homme récente où on a réussi à consommer 6 fois moins. C'est en 1945 et en 1929. Donc 2 périodes qui n'ont pas été évidentes pour tout le monde. Et à partir de ça, on se dit, bon, OK, design, c'est fini. On n'a plus rien à faire dans ce monde. On est vraiment des fabricants de déchets, quoi, en quelque sorte. Et pas vraiment. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Les enjeux du design, je voulais juste rebalayer quelque chose que je trouve très intéressant. Chaque designer a essayé de poser sa pierre, donc j'ai pris ceux qui me semblaient les principaux. Fin 19e, début 20e, form follows function. Donc là, on est dans une forme d'idéal humain de pensée encore. Le design et l'architecture n'ont pas été cannibalisés par la société de consommation. On a vraiment un idéal de l'homme et on va chercher dans différents groupes de sociétés à créer des produits qui soient vraiment bien pensé par rapport à la fonction. Arrive l'idée quand même de l'industrialisation et certains architectes ont la brillante idée de faire des transferts de technologie et de simplifier les objets au point de créer de nouveaux produits qui vont pouvoir équiper progressivement tous les foyers tout en donnant une image de modernité. C'est le cas des chaises de Tonnet par Mies van der Rohe. Et puis ensuite, Form follows needs. On est dans les années 40-50. Charles Eames, un des plus grands designers, inventeurs à la fois de nouveaux process de fabrication, met au point ces systèmes de moulage de chaises et dit finalement le design, c'est quoi? Le design, c'est suivre les besoins. Donc c'est plus large que la fonction. Les besoins peuvent être immatériels. L'art est un besoin pour l'humanité, la poésie aussi. Et il l'intègre dans son design. En parallèle, on a un Français qui fait fortune aux USA, qui s'appelle Raymond Loewy, un gars brillant, qui développe tout un business du design, qui fait les paquets de Lucky Strike et qui aussi dit la laideur se vend mal. Donc lui, il va vraiment amener la beauté et la simplification du design au premier plan. Et vous voyez que là, on est toujours autour du design et l'objet et comment ça marche. Less but better, il y a des petits réacs qui s'amusent en Allemagne après-guerre à faire des objets extrêmement purs qui deviennent des icônes intemporelles et où vraiment on se positionne à l'antithèse du streamline, des formes aérodynamiques, mais dans une espèce de société de calme où le design serait le reflet que la machine s'est soumise à l'homme et non l'inverse. Donc finalement, son côté froid et minimaliste n'est rien d'autre que l'humanisation de l'humain par rapport à la machine. Et puis, retour de flamme, année 2000, on y va à fond, le marketing reprend le pouvoir, les bureaux d'études perdent le contrôle du design, on est vraiment dans la société de consommation à fond les ballons, l'arrivée des objets connectés et les sociétés de design californiennes comme IDEO ou Fuse Project commencent à nous dire « Design brings stories to life », c'est-à-dire
Sur l'armoire de ma grand-mère, il y avait des sculptures de scènes de guerre. Ça m'a fasciné quand j'étais enfant. Et je veux reproduire ça dans les objets quotidiens. Pourquoi mon objet quotidien ne me raconterait pas des histoires lui aussi? Sauf que là, on commence vraiment à dire on va raconter des histoires. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'histoire n'existait pas. On va l'inventer pour l'utilisateur, pour qu'il achète mon oreillette ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment le fashion design. Et puis, nous... Alors, ça, vous ne le trouverez pas sur Internet, mais notre point de vue, c'est qu'en fait, le design, très simplement, c'est donner envie. Et ça l'a toujours été. Du début à maintenant, mais même avant le design, l'artisanat. Donner envie. Mais donner envie, ce n'est pas donner envie de consommer, forcément, pas que. Ça peut nous amener à quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et donc, par les temps qui courent, le designer qui a été au service des marques, au service des enjeux de consommation, peut tout à fait mettre ses compétences, puisqu'on maîtrise les leviers du désir, au service de causes plus nobles. Devant l'urgence du climat, on peut réfléchir à ça. Et il se trouve que ça tombe bien parce qu'on pense qu'on ne peut pas servir des causes plus nobles si on n'a pas une vision globale. Je m'explique. Ça, c'est un projet qu'on a réalisé il y a 2 ans à Toulon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Toulon, il y a le Mont Faron derrière avec un téléphérique. On a dessiné avec Julien, qui est dans la salle, qui est ici, la nouvelle cabine du téléphérique. L'idée n'était pas de marquer notre territoire, d'avoir un design signature, mais bien au contraire de créer une expérience globale. On a voulu respecter les codes de l'ancienne cabine qui datait de 1959, tout en retravaillant un petit peu, mais bon. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé tous les matériaux. On a apporté de la valeur en passant du plastique au verre. On a de beaux matériaux qui sont travaillés dans l'économie, dans la durabilité. On a simplifié, surtout multiplié par 2, toutes les surfaces vitrées pour permettre une véritable expérience de voyage. Donc l'ajout du hublot au centre, c'est pour que vous ayez envie de prendre ce téléphérique. Et pourquoi on veut donner envie de prendre ce téléphérique? Ce n'est pas juste pour qu'il fasse plus d'argent, c'est pour qu'il y ait moins de bagnoles qui montent au sommet du Faron. Donc, en plus, quand vous prenez votre ticket, on vous donne un petit livret qu'on a travaillé avec l'Académie des Arts de Toulon et sur l'histoire de Toulon avec des historiens, des spécialistes du jazz, puisque Django Reinhardt avait commencé à jouer à Toulon, etc. Donc l'idée, c'est de créer une expérience globale qui fasse que vous vous dites, je ne vais pas juste prendre un téléphérique, en fait. C'est un voyage. Et j'ai carrément plus envie de le prendre avec mes gamins que de prendre ma bagnole serrée et de me faire peur sur la route. Donc, donner envie, c'est penser global. Ce n'est pas juste une forme, c'est une expérience. Par exemple, ça, c'est le funiculaire. Alors, c'est dans le même style, mais de Bourg-Saint-Maurice qu'on vient d'installer. Donc là, vous voyez, il y a encore des gens qui travaillent dedans. Le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice, il a été dessiné de l'intérieur vers l'extérieur. L'idée, c'est quand on est dedans, c'est quoi le plus important? C'est quand vous allez monter, vous avez bossé pendant 4 mois, vous êtes enfin en vacances, vous allez monter même l'été à la montagne. On veut qu'on ait une vue qui soit comme un parc d'attractions en fait, à l'intérieur. Donc tout est pensé comme ça, et la forme que vous voyez du toit ici est générée par l'expérience de vision que vous allez avoir à l'intérieur. Donc on va donner envie d'emprunter ce funiculaire, encore une fois, pour avoir une expérience. Parce qu'on pense que c'est bien de le faire. Ici, vous avez un vélo qu'on a dessiné, triporteur, il y a quelques années. L'idée de ce vélo, c'est de trouver une alternative à la voiture pour transporter des petites charges. Alors l'idée, c'est de le démonter. Vous pouvez fixer l'arrière et vous partez en caddie faire votre marché, puis vous rentrez chez vous. On va donner envie d'utiliser autre chose que sa voiture en dessinant un produit qui soit à la fois hyper sympa, hyper pratique à utiliser, mais aussi avec un certain design où là, c'est la dimension émotionnelle, la plaque à l'avant qui devient signature, qui donne envie. Et enfin, un autre produit, le vitaliseur de Marion, pour une superbe marque toulonnaise qui le commercialise depuis 30 ans. Ils nous ont demandé il y a 2 ans de redessiner le nouveau modèle. Je ne l'ai pas dit avant, mais tous ces produits sont fabriqués en France. On ne fait pas que ça, on en dessine en Chine aussi. Mais on essaye progressivement d'accompagner les sociétés avec qui on travaille. Soit c'est elles qui décident, soit aussi on leur prouve qu'on peut, selon comment on conçoit les objets, recréer une énergie locale. Le vitaliseur de Marion, c'est apporter de la valeur à un objet qui est extrêmement intéressant. C'est un outil de cuisson qui vous permet, en mettant juste 4 cm d'eau en bas,
de cuire des légumes qui vont retrouver de la saveur, qui vont garder tous leurs nutriments. Et puis vous pouvez faire de la viande dedans, vous pouvez faire plein de choses. Et on va y apporter, nous on a dessiné des accessoires en céramique pour augmenter l'expérience de ce produit et pour faire en sorte que ça devienne non plus un couscoussier revisité, mais que ce soit un nouveau moteur culinaire, un nouveau moteur, une nouvelle façon de faire la cuisine. Quelque part demain, vous n'avez plus de poêle, vous n'avez plus de casserole, vous avez un vitaliseur. Vous faites tout avec. Et c'est l'antithèse du Thermomix. Vous appuyez sur un bouton et vous avez le sentiment d'être augmenté, en fait, où vous allez utiliser de l'énergie sans le faire vous-même. Là, vous avez un produit qui vous réapprend à prendre le temps et à apprendre à cuisiner, j'ai envie de dire. Voilà, donc en fait, ce que je pourrais dire pour résumer, c'est demain, pour nous, il y a un champ extraordinaire qui s'offre aux designers. On pourrait trouver ça un peu dramatique. C'est vrai que c'est mon métier, je le fais par passion. Mais je veux dire, si demain, on se concentre uniquement sur les projets qui ont du sens. Je vous donne un exemple. Il y a les deux pôles consommateurs de carbone les plus importants, c'est le transport et le chauffage. 50-50, on va dire ça simplement, enfin pas vraiment, mais bon. Le troisième, c'est l'alimentaire, enfin le fait de manger de la viande, etc. La façon dont on se nourrit. Si on se concentre sur le transport, 2 minutes, il y a aujourd'hui des solutions. La solution, ce n'est pas la voiture électrique. La voiture électrique, c'est d'ailleurs, si on équipait tout le parc en électrique aujourd'hui, ce serait une catastrophe et ingérable. Parce que la France, le nucléaire, c'est 20% de la production énergétique, le reste, c'est charbon, gaz. Donc, les solutions aujourd'hui qu'on a, les plus directes, parce qu'il faut voir à court terme, hein, on parle de 30 ans, on n'est pas là en train de rêver à l'hydroglisseur thermonucléaire. Le plus rapide, le plus efficace, c'est le covoiturage et transport en commun. Qui a envie de prendre le bus à Toulon? C'est juste l'enfer. Je veux dire, si vous habitez la Seine, vous êtes jeune, vous voulez venir à Toulon, c'est plus possible le soir. C'est terrible. Alors, il va y avoir des bus électriques, j'ai entendu ça hier. Bon, ok, super. Simplement, si on se disait, on va repenser le transport en commun pour qu'on ait plus envie de prendre un transport en commun que de prendre sa voiture. La voiture, je vous rappelle, qui est le culte de l'individualisme, on va s'asseoir, on va pouvoir mettre sa musique, régler sa température, péter tranquille, appeler son collègue, enfin voilà. C'est ça la voiture aujourd'hui. Donc on n'a pas envie d'être avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en connaissant vraiment les problématiques fondamentales, ce qui fait l'appétence de ces produits-là, comment nous, designers qui savons le créer pour des biens de consommation courante, on pourrait le réintégrer dans du bien commun. Comment on pourrait donner envie à ça? Imaginons qu'on est sur l'autoroute, entre Fréjus et Toulon, et puis au milieu, vous êtes dans votre voiture, en votre Audi ou je ne sais pas quoi, et puis vous voyez passer comme ça un véhicule sobre, mais nickel, silencieux ou pas silencieux, et il va plus vite que vous déjà, il arrivera avant vous à destination. Et puis dedans, vous voyez que les gens sont bien. Ils sont bien, ils vous font peut-être des signes amicaux, des choses comme ça. Et puis en plus, ils se font masser. Ils se font masser, quoi. Ils se font masser, puis ils n'ont même pas eu à réserver leur place, parce que c'est naturel, parce que grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à fluidifier les transports et à anticiper. C'est pas Ouigo, c'est l'opposé. Et en fait, le transport devient agréable, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la personne qui a pris ce transport-là, pour y arriver, elle est partie à vélo tranquille, il y a eu des petits arrêts arborés, on lui a servi un petit café, tout ça. Tout ça, c'est une énergie vraiment positive et une économie qui est complètement rentable. Parce que tout le monde va avoir envie de prendre ça, parce que ça crée de l'emploi, parce que les gens qui bossent là-dedans ont l'impression de rendre service. Et au final, on a réglé un problème majeur. Puis après, on pourrait rentrer dans l'aménagement intérieur des trains, qui était beaucoup mieux fait il y a 40 ou 50 ans qu'aujourd'hui, qui étaient des espaces de rencontre éventuellement, même si on n'a pas envie de rencontrer les autres, c'est un droit aussi. Mais donc voilà, rappelez-vous les trolleybus avec l'espace ouvert à l'arrière, c'était magnifique. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais quand je le vois, je me dis, c'était magnifique. Ça n'existe plus. Bon. Bref. On doit servir à ça, nous les designers, demain, à réinventer un monde. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire à mes gamins, ça va être fantastique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réinventer le monde avec une vision globale et faire des choses qu'on n'a encore jamais faites. Voilà, pour le bien commun. Merci.